Vous avez le temps. Vous pouvez bien réviser. Donc du coup, je serai super exigeant sur vos connaissances, puisque vous aurez eu largement le temps de bien réviser. On peut? Ah, magnifique. Sono contentissimo, grazie amici, grazie. Alors, bonjour à tous. Voilà, nous y sommes. Officiellement, tout se passe extrêmement bien et nous avions tout à fait prévu de commencer le cours à 10h20. Donc merci à tous d'être là pour ce dernier cours de cette année, de ce semestre en histoire des idées politiques. Cours qui a la particularité, donc grâce au service des pédagogies innovantes et grâce au soutien technique de la faculté de droit. En particulier, je tiens à remercier Olivier, Damien et David qui sont présents en régie et qui rendent ce cours en ligne en direct possible. Donc comme dernière séance, j'ai choisi de vous traiter un thème transversal, un thème qui va embrasser toute l'histoire de la pensée politique, même si notre programme en principe est plutôt la deuxième partie, plutôt à partir des Lumières. Ça sera l'occasion de réviser. Donc l'unité du genre humain, voilà le thème. C'est un sujet qui est tombé à l'agrégation d'histoire du droit en 2013, une agrégation à laquelle j'avais participé, une leçon en 24 heures. Et donc je suis heureux de pouvoir vous en faire bénéficier. C'est une synthèse évidemment que je vais vous présenter à peu près pendant 1h30, on va dire 1h30, 2h. Et qui, vous allez le voir, va vous permettre de revisiter un certain nombre d'auteurs et de thématiques que nous avons déjà croisées. Alors tout d'abord, commençons par l'anthropologie et commençons par peut-être celle qui est la plus vaste et la plus large des sciences humaines, à savoir donc l'anthropologie, qui connaît plusieurs branches, mais notamment l'anthropologie juridique. Alors l'anthropologue, vous savez, c'est celui qui s'intéresse à toutes les sociétés humaines. Un anthropologue se penche sur l'histoire des sociétés dans l'espace et dans le temps, et utilise une méthode comparative. Du point de vue de l'histoire des idées politiques, on pourrait voir comme précurseur de l'anthropologie quelqu'un comme Hérodote dans l'Antiquité, ou plus proche de nous, Montesquieu sous les Lumières. Alors l'anthropologue Philippe Laburte-Tolra, donc, spécialiste des Bétis du Cameroun, une ethnie du Cameroun dont il a étudié les structures traditionnelles, bien entendu, qui n'existent plus aujourd'hui, nous dit, dans un article récent, « Il ne subsiste plus de doute aujourd'hui sur la profonde unité animale du genre humain. » Et donc, d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'au fond, la question de l'unité du genre humain est réglée de façon scientifique par l'anthropologie. Alors bien sûr, Philippe Laburte-Tolra insiste en nous disant sur quoi est assise, au fond, cette unité du genre humain du point de vue de l'anthropologie. Il écrit que cette unité du genre humain repose essentiellement sur le partage, dit-il, je cite, de la conscience de soi et du pouvoir de réflexion. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'humanité a non seulement conscience de soi, mais aussi une capacité à la réflexion. Alors bien sûr, il faut dépasser cette première approche anthropologique et dans une introduction, dans une enquête un peu large, aller voir aussi du côté des autres champs disciplinaires. Si on prend le conte philosophique tel que le pratiquait Voltaire, et notamment je vous renvoie à Micromégas, qui date de 1752, eh bien, le conte philosophique, le conte satirique du XVIIIe siècle, s'est penché aussi, au fond, sur la question de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité de l'humanité. Voilà ce que dit Voltaire dans Micromégas. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure où je vous parle, il y a 100 000 fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial. Alors ici, évidemment, vous reconnaissez bien sûr la plume satirique et la plume critique d'un Voltaire, qui n'est pas toujours à son avantage dans cette leçon, vous allez le retrouver tout à l'heure, et il n'est pas à son avantage. Ici, il l'est plutôt, ce qui nous dit, au fond, c'est qu'il y a bien unité de l'espèce humaine, 100 000 fous de notre espèce humaine en général, mais que cette unité s'accompagne d'un combat, d'une guerre permanente pour des valeurs
des religions, des éléments de culture, des institutions, des types de pouvoirs politiques, des types de sociétés. Au fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a peut-être une unité marquée par l'hétérogénéité, le caractère irréductible de ces différentes cultures. Et au fond, de ce point de vue-là, Voltaire est un peu le précurseur de ce que nous rencontrons aujourd'hui comme discours critique sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des valeurs ou la crise de l'Occident, la crise des sociétés. Alors bien sûr, l'anthropologie, le conte philosophique ne suffisent pas à poser les bases de cette question. Si je regarde maintenant le droit, nous sommes en faculté de droit, à tout seigneur, tout honneur, quelqu'un que vous connaissez maintenant sur le bout des doigts, Montesquieu, nous dit dans l'Esprit des lois, en 1748, vous pourriez, vous qui êtes dans cet amphi, et peut-être quelques-uns qui nous écoutent, qui nous suivent par YouTube, vous pourriez le citer par cœur. Montesquieu nous dit dans l'Esprit des lois, les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, et l'homme a ses lois. Alors dans cette présentation très catégorisée, caractéristique d'un esprit de juriste du XVIIIe siècle, vous savez que les juristes, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, aiment nommer les choses, aiment classifier, ils sont passionnés de classification, c'est ce qui rend d'ailleurs souvent le droit proche d'une science exacte. Eh bien ici, dans sa classification, il est clair, très clair, que pour Montesquieu, il y a une seule humanité. Et l'homme a ses lois, vous voyez bien que c'est l'homme au singulier, l'homme en tant que générique. Et donc les lois humaines sont les lois de l'humanité, ce qui nous permet derrière, bien sûr, de nous rappeler que le XVIIIe siècle est marqué notamment par toute la thématique du droit naturel. Il y a un droit naturel de l'humanité dans son ensemble. Donc vous voyez, le juriste XVIIIe siècle nous dit il y a bien une unité du genre humain, il y a une diversité de lois, il y a une hétérogénéité de culture, de politique, de religion, mais l'homme a un droit naturel qui lui correspond. Si on regarde maintenant du point de vue des naturalistes, et en particulier du point de vue de Carl von Linné, qui est connu pour avoir livré le Systema Naturae en 1735, le système de classification des espèces que vous avez sous les yeux. Vous voyez, il met donc le plus large, la base de la pyramide, je vous montre ici. La base de la pyramide, c'est le monde vivant. Et au fur et à mesure, on descend dans la spécialisation. Donc ça veut dire que l'espèce, vous voyez, est la partie la plus restrictive, la plus spécialisée dans sa classification de 1735. Aujourd'hui, tout ça est obsolète. Buffon est passé par là, Lamarck aussi. Tous ont remis en cause le système de Linné, mais il est intéressant si on le recontextualise. Et vous voyez que entre espèce et famille, il inscrit le genre humain. Donc ça veut dire que le terme genre est un terme opératoire pour le XVIIIe siècle, un terme qui signifie quelque chose de plus large que l'espèce. Carl von Linné nous dit au fond, l'humanité appartient au règne animal et l'humanité est un genre qui surclasse l'espèce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'espèce humaine. Si on veut, pour Linné, être exact, il faut parler de genre humain. Une manière de vous montrer qu'évidemment, le terme même, dès le XVIIIe siècle, est utilisé. Alors après, il faut aussi se poser la question de ce que l'on entend par unité. Le genre humain surclasse l'espèce, ça c'est très bien. Il y a donc peut-être plusieurs espèces humaines pour Linné, pour Carl von Linné, mais en tout cas un seul genre humain. Alors que signifie unité déjà? Puisqu'on a le point de vue naturaliste, on a le point de vue du juriste, on a le point de vue du conte philosophique et on a le point de vue de l'anthropologue. C'est pas mal, on a 4 points de vue distincts. Il faut maintenant se poser la question du mot unité. Vous savez que le mot unité vient du latin unitas, qui s'entend précisément, je cite, du lien qui existe entre des éléments eux-mêmes par nature différents. Donc l'unité, déjà, dans notre vocabulaire aujourd'hui, dans cette présentation, dans cette leçon, entre guillemets,
l'unité doit être bien distinguée d'un autre terme que nous employons souvent et avec laquelle nous le confondons souvent, c'est l'uniformité. L'unité n'est pas incompatible avec la diversité. L'unité n'impose pas nécessairement l'homogénéité. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve évidemment dans la pensée politique depuis l'Antiquité, en particulier un penseur politique que vous connaissez extrêmement bien pour l'avoir étudié avec Marc Ortolani au premier semestre, qui est Aristote. Aristote nous montre bien que si la cité grecque est harmonieuse, c'est parce qu'elle est unie, elle est unitaire, et pourtant, sa nature profonde est d'être un système organique, c'est-à-dire un système composé d'éléments qui interagissent entre eux et qui sont différents. C'est le système, la métaphore biologique que l'on va retrouver dans toute l'histoire de la pensée politique, pratiquement jusqu'à Michel Foucault. Donc unitas n'est pas uniformité. Et donc d'une certaine manière, il ne faut pas se tromper de question. La question n'est pas de savoir si l'humanité est uniforme, mais de savoir si l'humanité est unie. C'est cette question-là qu'observent et qu'examinent les penseurs politiques au fil des âges. Alors il ne faut pas oublier dans les disciplines le regard de l'historien aussi. Je l'ai mis un peu de côté. Vous savez, il y a cette vieille querelle, ou en tout cas cette vieille tension entre les historiens du droit et les historiens tout court. Les historiens tout court nous considèrent comme des juristes et pas comme des historiens parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Et en ce sens, ils ont raison. Il y a encore quelques jours, je participais à un séminaire avec Jean-Paul Pellegrinetti, qui est un historien pur, qui est sur le campus d'Anfos, à Carlone, et qui me disait que nous n'avons pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes manières de poser les choses. Effectivement, l'histoire du droit, historiquement, est plus tournée vers le droit, et plus tournée vers la culture juridique que vers l'histoire. Alors que nous dit l'historien, qui a sa manière à lui de travailler? Eh bien, l'historien, il dégage un peu en touche. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. C'est par scrupule, par rigueur. Peut-être qu'il est plus rigoureux que certains des historiens du droit, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Voir l'histoire du monde sous l'angle de l'unité du genre humain peut convenir à nos convictions, mais elle ne correspond guère à nos méthodes et à notre souci de patiente érudition, nécessairement partielle et localisée. L'histoire universelle, au fond, dit-il, n'est plus à l'ordre du jour. Alors, vous voyez, l'historien ici, Olivier Chaline, que je respecte par ailleurs, comme un excellent historien, eh bien, au fond, oui, il dégage un peu en touche, il botte en touche, en quelque sorte. Il nous dit, au fond, l'histoire universelle et l'unité du genre humain, c'est obsolète, ça n'est pas vraiment pertinent d'en reparler aujourd'hui. Et puis surtout, il se réfugie derrière sa méthode disciplinaire, et il nous dit, au fond, voilà, moi je suis un historien, je travaille sur des archives, je mets en avant la patiente érudition partielle et localisée. Évidemment, toutes les archives sont toujours partielles et toutes les archives sont toujours localisées. Ici, vous avez les archives départementales, où vous allez trouver les archives de la Restauration sarde. Ça n'a rien à voir avec les archives que vous allez trouver à Lyon, à Paris ou ailleurs. Mais en même temps, il y a un mot qui me plaît beaucoup dans sa phrase, c'est conviction. Il nous dit, au fond, l'unité du genre humain peut convenir à nos convictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il admet que l'unité du genre humain est affaire de subjectivité. Donc, elle est affaire d'interprétation. Donc, elle est affaire de discours. Donc, elle est affaire d'idées, voire d'idéologie. Elle est donc politique. Et je remercie Olivier Chaline parce que dans cette expression très claire et très sincère de son travail, il me renvoie au mien. Et ici, aujourd'hui, devant vous, en tant qu'historien des idées politiques, plus que même historien du droit, eh bien, je me sens chez moi. Je me sens chez moi lorsque j'interroge l'unité du genre humain parce que je sais que je l'interroge effectivement sous l'angle de l'idéologie, sous l'angle de la pensée politique, sous l'angle des idées véritablement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en 1 heure qui nous reste, c'est au fond d'examiner de façon très synthétique l'histoire des idées sur l'unité du genre humain.
Alors je vous ai préparé un plan classique en 2 parties, comme il se doit dans les facultés de droit. Il y a certaines choses qui ne changent jamais. On ne parle pas de dogme, on parle de tradition. Première partie, l'invention de l'unité du genre humain. Je passerai peut-être un tout petit peu plus vite sur ça parce que vous avez déjà eu le premier semestre et puis bon, je risque de ne pas avoir le temps de tout traiter. Et il faut arriver au bout, bien sûr. C'est une leçon d'agrégation en théorie, donc il faut tout traiter dans le temps qui est imparti. Et deuxième partie, la défense politique de l'unité du genre humain. Donc dans un premier temps, l'invention du genre humain, l'invention de l'unité. Et deuxième partie, la défense politique. L'invention, je le prends au terme juridique, vous savez, c'est-à-dire c'est à la fois, d'une certaine manière, la création, quand on invente quelque chose, mais c'est aussi la découverte. Et entre nous, je suis plus tenté, tout comme la Nation, lorsqu'on en a parlé la semaine dernière, malgré les déconstructivistes dont on a parlé aussi avec votre camarade, je crois plutôt que l'invention est une forme de découverte plutôt que d'invention véritablement. Alors dans l'invention du genre humain, je traiterai 4 sous-parties. Rapidement, à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Le cosmopolitisme, l'universalisme, le polygénisme et le rationalisme, dans l'ordre chronologique. Ce sera un plan, comme on dit à Aix-en-Provence, à qui je salue si certains sont à Aix, chronologico-thématique. Et j'en rends hommage à Michel Gonzin, mon maître, qui m'a formé quand j'étais à Aix. Et dans la deuxième partie, le positivisme, les chrétiens libéraux, je ne mets pas le christianisme, sinon il y aurait confusion entre la pensée politique et la religion, le colonialisme, comme idéologie, bien sûr, et le marxisme, enfin. Et puis je terminerai par une petite conclusion. Première partie, donc, d'abord, le cosmopolitisme des stoïciens. La pensée stoïcienne, pour ceux qui ont suivi le cours de Marc Ortolani, vous la connaissez bien. C'est une pensée qui a eu un poids très important dans l'Antiquité, une pensée qui a même rebondi d'une culture à l'autre, d'une certaine manière de la Grèce à Rome. Et en gros, on peut dire que c'est la bataille de Pydna, P-Y-D-N-A, la bataille de Pydna de 168 avant Jésus-Christ, par laquelle, au fond, Rome conquiert la Grande Grèce. Eh bien, c'est cette bataille de Pydna, sous la République, qui a permis la diffusion du stoïcisme, la diffusion de la pensée stoïcienne, qui était à l'origine une doctrine, une pensée grecque. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir des grands princes comme Hadrien, comme Trajan, ou bien sûr comme Marc Aurèle, qui étaient des tenants du stoïcisme, des défenseurs du stoïcisme, qui ont un peu, au fond, métabolisé la pensée stoïcienne du point de vue romain. Alors sur quoi repose cette pensée qui a été développée notamment par Zénon de Critium, donc en 300 avant Jésus-Christ? En gros, 2 choses. D'un côté, l'ataraxie, c'est-à-dire le contrôle des émotions, ou plutôt la recherche d'une position méditative qui protège l'esprit des émotions, des aléas de l'émotion, de la subjectivité émotionnelle. Et puis, deuxième idée, l'acceptation du monde tel qu'il est. La pensée stoïcienne se fonde sur cette idée qu'il est vain de vouloir changer le monde si on ne peut pas, si on se penche sur quelque chose qui ne peut pas être modifié. Il vaut mieux l'accepter pour ce qu'il est et changer simplement ce qu'il est possible de changer, comme par exemple l'organisation de la cité. Et puis surtout, eh bien pour l'école du portique, l'idée justement de la cité, l'idée de cet homme animal social, c'est aussi l'idée que la cité doit s'étendre ou doit être étendue à l'ensemble du cosmos. Alors cette idée, la cité du sage, c'est le monde. La cité du sage, c'est le monde, qui est une idée donc exprimée et prônée par Chrysippe en 232 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est au fond l'idée qu'il y a une profonde unité de l'homme animal social. Et que, au-delà de la diversité des institutions, au-delà de la diversité des cités, il y a une sorte de cité naturelle, de cité humaine, de cité cosmique, cosmologique, qui embrasse l'ensemble de l'humanité. Alors d'une certaine manière, eh bien oui, les stoïciens
et leur réinterprétation par les Romains dépassent les contingences, ils dépassent les incertitudes politiques, et au fond, ils font la promotion de l'unité politique du genre humain. La cité du sage, c'est le monde. Bon, bien sûr, vous l'avez vu avec Marc Ortolani, je n'y reviens pas, la plupart des stoïciens étaient quand même favorables au régime monarchique, ou plutôt au régime monarchique absolu. Vous avez notamment Dion Chrysostome, peut-être il vous en a parlé, qui tente justement de trouver le bon fondement de ce régime monarchique qui serait un peu l'écho de l'organisation des dieux. Donc pour les stoïciens, au fond, il y a unité du genre humain, et cette unité, elle est politique au sens étymologique du terme. Pour la pensée chrétienne, qui marque le Moyen-Âge, des premiers pères de l'Église finalement jusqu'à saint Thomas d'Aquin, je vous ai cité ici saint Paul et saint Thomas, la question se pose différemment. On pourrait penser que pour le christianisme balbutiant, les premiers temps du christianisme, il n'y a pas unité parce que le christianisme est fondé sur la dualité, sur l'idée qu'il y a deux séries de devoirs, il y a deux sphères clairement distinctes, ou comme le dira saint Augustin, deux cités. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On pourrait penser que finalement, la pensée chrétienne ne raisonne pas en termes d'unité, mais plutôt en termes de dualité. En réalité, c'est faux. Le christianisme a construit l'idée d'universalité même, c'est-à-dire qu'il a donné une sorte de sacralisation à l'unité rationnelle qui était celle des philosophes grecs. Et au fond, il résout, ce christianisme, l'équation entre unité et uniformité. Il nous dit, et saint Thomas d'Aquin, que vous connaissez évidemment, bien sûr, pour l'avoir étudié au premier semestre, il nous dit au fond, il ne peut même y avoir unité qu'adossée à une dualité. C'est parce que l'homme est à la fois conscience et être physique, c'est parce que l'homme assume à la fois une série de devoirs spirituels et une série de devoirs politiques que l'homme est une créature universelle, que l'homme est inscrit dans l'univers, dans l'universalité. Alors c'est ce que dit saint Paul dans son épître aux Corinthiens, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a que l'humanité au regard de Dieu. Et puis c'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, ainsi la multitude humaine est-elle ordonnée pour la perfection de l'univers et la gloire de son auteur, qui d'un seul homme a fait sortir tout le genre humain. Ici vous avez simplement le renvoi à la Genèse, au mythe chrétien d'Adam et Ève, et l'idée que l'humanité a une seule source, une seule origine, elle est donc nécessairement unique. Donc au fond, le christianisme soutient, même s'il s'en éloigne, même s'il s'en écarte, soutient le stoïcisme et de l'unité passe à l'universalité. L'humanité est en quelque sorte incorporée d'une certaine manière dans l'Église, l'Église étant ce qui sur la terre, pour saint Augustin, englobe tous les peuples, toutes les sociétés diverses, puisque le pouvoir spirituel de l'Église, vous connaissez bien ça dans la théocratie pontificale, ce pouvoir spirituel de l'Église doit atteindre, doit toucher tous les peuples sur la terre, quelle que soit la forme politique qu'ils ont choisie. Et puis il y a une autre unité intéressante aussi, une autre tension intéressante, c'est l'idée de progrès, l'idée de possibilité d'avancer. Le christianisme porte en lui, vous le savez, le refus de la normalité du mal, c'est-à-dire l'idée que si le mal est sur la terre, il y a des raisons. Les penseurs politiques, les penseurs chrétiens se disputent à ce sujet. Saint Thomas d'Aquin n'a pas la même position que saint Augustin. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que si le mal est sur la terre, il peut être combattu. Et la conscience doit progresser vers Dieu, doit avancer vers Dieu pour qu'à la fin des temps, au moment de l'apocalypse, au moment de la parousie, l'unité du genre humain soit refaite en quelque sorte. Donc il y a aussi cette idée que l'unité, vous allez voir, on va le retrouver, est peut-être dans le futur, même si elle est en apparence brisée ou fragilisée dans le temps présent.
Alors arrivent les temps modernes, après la période chrétienne, et arrive la Renaissance. La Renaissance, 15e, 16e siècle, vous le savez, c'est une extraordinaire période de floraison intellectuelle. C'est la période de toutes les révolutions scientifiques. C'est la période de tous les changements de grands paradigmes scientifiques. C'est l'héliocentrisme, c'est Copernic, c'est Galilée, c'est Kepler, c'est Tycho Brahe aussi. C'est les nouveaux moyens de la science, l'invention de la lunette astronomique par Galilée, la remise en cause, évidemment, de la représentation aristotélicienne du monde. Et puis aussi, la Renaissance, c'est la fin de l'universalisme chrétien. Vous le savez, c'est la réforme protestante, c'est Luther, Calvin, ce sont les guerres de religion, la pensée contractualiste qui prend son essor dans l'ombre du protestantisme, et du coup la contestation moderne de l'unité du genre humain. Et au fond, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs genres ou plusieurs espèces humaines. C'est une idée qui s'accompagne pratiquement, qui se retrouve dans toutes les philosophies des temps modernes. Et quand je dis les temps modernes, c'est vraiment de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Pour moi, il est clair que les Lumières font partie des temps modernes. Les Lumières sont le crépuscule des temps modernes plutôt que l'aube de l'époque contemporaine. Elles brassent tout le rapport problématique, ces Lumières, que la Renaissance, le Moyen-Âge a eu avec l'Antiquité. Alors au fond, dans ces nouvelles valeurs, la libre pensée se substitue au dogme. Et comme l'unité du genre humain, l'universalité était devenue un dogme, l'un des effets peut-être pervers de la Renaissance, c'est le rejet de l'universalisme et donc de l'unité. Le monde change et c'est le temps du polygénisme. Alors l'un des premiers penseurs polygénistes, c'est Isaac de la Peyrère, P-E-Y-R-E-R-E, Isaac de la Peyrère, qui était un penseur bordelais français, un penseur libertin du XVIIe siècle, 1655, qui lui va postuler l'existence d'une race humaine antérieure à Adam et Ève. Et pour critiquer la révélation chrétienne, il dit qu'il y a une race, dans un ouvrage qu'il appelle Prae Adamitae, avant Adam, une race humaine qui était différente de celle créée par Dieu, de celle mise en avant dans la Bible. Et il critique en disant notamment que la Bible, au fond, je cite Isaac de la Peyrère, n'est au fond que l'histoire des Juifs et non pas l'histoire universelle. Et par conséquent, l'Europe doit cesser de confondre la Bible avec la science et rechercher la pluralité des races humaines, ce qu'il appelle le polygénisme. Alors on trouve beaucoup de textes qui remettent en cause cette idée d'unité du genre humain. Au XVIIIe siècle, vous avez un penseur écossais, Lord Kemps, ça s'écrit K-A-M-E-S, qui lui, après la découverte de l'Amérique, s'interroge sur la nature des Amérindiens. Et s'interroge sur le fait que ces Amérindiens pourraient appartenir à une race humaine complètement différente et peut-être qu'ils ne sont pas les enfants d'Adam et Ève. C'est ce qu'on appelle au fond la querelle du Nouveau Monde, la querelle que l'on retrouve dans la célèbre controverse de Valladolid, qui pose la question de savoir si oui ou non l'âme humaine est partagée par toutes les espèces humaines. Au fond, ce qui provoque le polygénisme, c'est la volonté de critiquer la Bible et de remettre en cause le dogme chrétien. Le polygénisme découle donc de la convergence de deux choses, un discours chrétien sur la Bible, critique sur la Bible, et la découverte de nouveaux horizons, la découverte de nouvelles cultures, le début peut-être d'une démarche anthropologique comparative qu'incarne bien Montesquieu. Il faut donc peut-être penser librement l'existence de races humaines distinctes à partir du moment où il y a des cultures si différentes qu'elles semblent au fond irréductibles l'une à l'autre. Et puis Montesquieu accompagne ça avec sa théorie du climat, lorsqu'il nous explique qu'en fonction des climats, il y a des sociétés politiques différentes, il y a presque ce qu'on pourrait appeler des subjectivités collectives différentes au fond.
Montesquieu accompagne, c'est l'idée que le contexte a un poids si fort, la nature a un poids si fort, que peut-être, même jusqu'à la biologie, le genre humain est pluriel et non pas unitaire. Beaucoup de textes insistent sur les liens de parenté, la fécondité, l'enfantement, la structure même de la famille qui est complètement différente et qui semble irréductible. Alors Voltaire, qui n'a pas toujours eu la plume heureuse, on aime Voltaire, on critique Voltaire, moi j'aime bien Voltaire mais avec modération, c'est comme l'alcool. Je pense qu'il faut le consommer avec modération. Il nous dit, après tout, les poiriers, les sapins, les chênes, les abricotiers ne viennent pas du même arbre. Pourquoi en serait-il de même pour l'humanité ? Et lorsqu'il doit parler de l'esclavage des Noirs américains, il nous dit, eh bien, par nature, ils sont inférieurs. Ce qui est une manière de vous rappeler quand même que ces lumières que nous citons et dont nous nous réclamons, moi-même, je suis toujours le premier à dire que l'héritage des Lumières ne doit pas être oublié. Eh bien, il ne faut pas oublier quand même que les Lumières ont été singulièrement aveugles. Bien sûr, ils sont dans le lieu commun de leur époque, hein, tout à fait, dans les paradigmes de leur époque, mais rarissimes sont les Lumières à parler de la liberté et de l'égalité des femmes, à part Condorcet, on l'a vu, ou à part Olympe de Gouges, bien sûr. Et rarissimes sont les Lumières à parler de l'égalité et de la liberté des esclaves, en particulier des Noirs. Donc il faut avoir conscience de ça. Le XVIIIe siècle est inscrit dans son paradigme, et son paradigme, il est la conséquence de la Renaissance, et on est dans une idée qu'il y a plutôt pluralité. Vous voyez, c'est le triomphe de l'hétérogénéité, le triomphe de la diversité, quitte à renoncer à l'unité. Et d'ailleurs, jusqu'au médecin, Jules Joseph Virey, V-I-R-E-Y, qui dans son traité Histoire naturelle du genre humain, en 1801, à l'aube du XIXe siècle, dira encore que l'humanité est divisée en deux races, distinctes, irréductibles l'une à l'autre, celle des Blancs et celle des Noirs, qu'il appelle les nègres. Et il dit celle des Blancs est prédisposée à régner grâce à la conformation crânienne et faciale, qui montre une prédestination pour le pouvoir. Vous voyez comme quoi la question de l'unité du genre humain n'est pas loin, sans faux, exempte de pertinence aujourd'hui et de questions aujourd'hui qui se posent quand on voit l'évolution de notre société et certains retours réflexes du racisme, de l'antisémitisme et bien d'autres choses. Quatrième et dernière partie de cette première partie, le rationalisme révolutionnaire. Que nous dit au fond la révolution sur l'unité du genre humain ? Eh bien, la révolution est intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle nous renvoie, paradoxalement, malgré son rationalisme, malgré son esprit critique, elle nous renvoie au fond à ce qu'avait dit le christianisme. Et au fond, elle nous renvoie à cette forme d'eschatologie chrétienne qui était dans la pensée de saint Augustin, l'idée que l'unité est pour la fin des temps, que quoi qu'il arrive, l'unité viendra. Ce que nous disent au fond les penseurs révolutionnaires, c'est que l'unité du genre humain est peut-être la promesse du futur, et que l'unité du genre humain est peut-être la promesse de la raison, la promesse de la science. Et que si l'humanité organise rationnellement les sociétés, eh bien, l'humanité construira l'unité du genre humain. Elle la construira politiquement, elle la construira scientifiquement, elle la construira institutionnellement. Alors l'un des premiers, c'est Louis-Sébastien Mercier, qui a écrit l'an 2440, on en a parlé en cours ensemble. Et puis, bien sûr, Condorcet, le marquis de Condorcet. Louis-Sébastien Mercier écrit l'an 2440 en 1771. Condorcet, lui, écrit l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain en 1795, de part et d'autre de la Révolution. Dans les deux cas, il rationalise cet appel au futur. Dans le texte L'Uchronie de Mercier,
eh bien, dans le futur, la science a permis de rationaliser la société, elle a permis de garantir la justice pour tous. Et pour Condorcet, eh bien, au fond, la 10e époque, et je le dis aussi bien pour ceux qui nous suivent par YouTube que pour vous, puisqu'on l'a fait ensemble avec vous, hein, bien sûr, mais cette 10e époque, c'est l'unité du genre humain grâce à la science, grâce à la pratique de la raison par l'esprit humain. Plus l'esprit humain se rationalise, plus au fond il est unitaire. Ce qui nous amène à la question du droit et de la justice, ce que dira Kant dans son essai sur la paix perpétuelle en 1795, la même année que Condorcet. Il nous dit « Ce qui est juste pour l'un doit l'être pour tous. » Ce qui est juste pour l'un doit l'être pour tous. Ça veut dire, au fond, l'unité du genre humain reposera sur l'unité du droit, reposera sur l'unité de l'État, et qu'elle sera garantie par un État universel qui garantira la paix et un droit universel qui sera juste pour tous. Ce que nous propose Kant, au fond, avec la raison révolutionnaire, c'est de trouver la justice idéale. Et au fond, vous qui êtes des juristes, vous le savez, vous ne le savez que trop bien, la justice n'est jamais idéale. La justice est un projet, quel que soit le système juridique dans lequel vous êtes inscrit, vous savez très bien qu'au fond de vous, le sentiment de justice n'est jamais satisfait. Il peut l'être parfois, mais il peut être aussi accompagné à d'autres moments d'un sentiment d'injustice. Forcément, puisque le droit doit faire respecter l'ordre social et en même temps, la justice doit être perçue de façon individuelle et il y a ici comme une tension, une impossible adéquation entre le sentiment personnel de justice et le sentiment collectif d'organisation ou d'ordre social. Donc ce que nous dit Kant, comme Condorcet, c'est le jour où la justice sera idéale, alors l'unité du genre humain sera réalisée. En attendant, nous dit Kant, il faut interroger les sociétés, interroger les institutions. Il reprend cette maxime latine, sapere aude, ça veut dire ayez le courage de savoir, ayez le courage de vous interroger et faites usage de la raison en public. C'est l'un des fondements de cette université, encore, j'espère, pour quelques années. Deuxième partie, on passe sans transition à la deuxième partie. Donc deuxième partie, je vous rappelle le titre, la défense politique de l'unité du genre humain. À partir du XIXe siècle, que se passe-t-il ? Eh bien, au XIXe siècle, petit à petit, se forgent dans la souffrance, dans le doute, dans la guerre, se forgent les États-nations, se construisent les frontières, se créent et se développent les relations internationales dont nous avons parlé. L'Europe, qui est encore pour quelques années de ce XIXe siècle le centre du monde, l'Europe redistribue les territoires à l'aune du principe des nationalités. 1848, le printemps des peuples, après le congrès de Vienne, après l'Empire napoléonien, je sais que vous le savez par cœur, mais je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent là-bas, de l'autre côté du monde ou simplement de l'autre côté de la porte. Et j'espère qu'ils ne dorment pas encore, ma chère équipe, voilà, technique, qui sont là et qui suivent. L'Europe, finalement, réorganise le monde selon le principe des nationalités, ce qui amène inévitablement à des conceptions idéologiques et à la montée en force des nationalismes. Le XIXe siècle est le siècle de la crise de l'unité politique du genre humain, mais aussi, parce que c'est le siècle de la crise de l'unité politique du genre humain, c'est aussi le siècle, au fond, de sa défense. Et les idéologies que nous allons voir maintenant vont tenter de justifier, tenter d'argumenter, d'expliquer qu'il faut une unité. Et pratiquement tous les nationalismes, que ce soit le nationalisme italien, que ce soit le nationalisme allemand, que ce soit le pangermanisme, qui est l'un des nationalismes qui commence le plus tôt, dès les discours à la nation de Fichte, en 1807, le pangermanisme appelle à l'unité. Il faut
une unité territoriale, une unité nationale, une unité étatique. Alors, l'une des premières pensées qui va s'exprimer sur cette question, c'est évidemment le positivisme. Le positivisme, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être la rationalisation ultime du progrès. Le positivisme qui va naître sous la plume d'Auguste Comte, dans le tournant du XIXe siècle. Auguste Comte, qui était lui-même l'élève de Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, va professer une idéologie politique, philosophique, qui dit qu'au fond, il y a des âges dans l'humanité. Il y a des âges, et le 4e âge de l'humanité, il fait presque un plagiat presque éhonté de Condorcet, c'est l'âge positif, c'est-à-dire l'âge où l'humanité aurait dû rentrer, et qu'elle n'a pas toujours atteint, mais finalement heureusement, d'une certaine manière, où la raison, la science, permettent d'organiser les sociétés de façon rationnelle. C'est-à-dire, au fond, d'abandonner la diversité des droits, de dépasser la diversité des pouvoirs, et au fond de construire une société si rationnelle, si positive, qu'elle n'aura qu'un seul modèle. Comme c'est le cas lorsque triomphe, par exemple, un paradigme scientifique. Après avoir été discuté, on parle de paradigme dominant. Eh bien, si on est dans le paradigme dominant de l'héliocentrisme, tant qu'un ensemble d'arguments suffisamment importants n'a pas été réuni, n'a pas atteint une masse critique pour le retourner, c'est un paradigme qui fait, entre guillemets, autorité, même si la démarche scientifique n'est jamais une démarche d'autorité, mais d'argumentation et de conviction et d'échange des arguments. Alors le positivisme, eh bien, c'est cette idée, nous dit Auguste Comte, que l'âge d'or du genre humain n'est point derrière nous, il est devant nous, et il est dans la perfection de l'ordre social. Élève de Saint-Simon, qu'il jugeait trop utopiste, pas assez scientifique, finalement, Auguste Comte va créer une école positiviste qui va profondément marquer un certain nombre de disciplines scientifiques, en particulier les juristes et les historiens. Et parmi les juristes, vous avez de très nombreux juristes positivistes, comme Hans Kelsen, par exemple, qui seront dans la mouvance, dans la continuation du positivisme d'Auguste Comte. Et puis, parmi les positivistes, vous avez aussi Victor Considérant. Victor Considérant, qui est un élève de Charles Fourier. Vous savez, Charles Fourier, c'est le père du phalanstère. Charles Fourier, utopiste, socialiste, qui pensait que le phalanstère, la cité unitaire, un jour serait étendue à l'ensemble de l'humanité, et qui disait au fond, comme Victor Considérant le reprend, il disait au fond, il faut sauver le genre humain en laissant libre cours aux passions. En laissant libre cours aux passions. Et l'idée était la suivante, pour ces socialistes du XIXe siècle, marqués par l'esprit positif, si on rationalise la société, il ne faut pas aller à l'encontre de la nature humaine, il ne faut pas aller à l'encontre des attractions spontanées. Et donc, Charles Fourier et Victor Considérant pensaient que sauver l'humanité, c'était d'abord la laisser faire ce qu'elle voulait faire, la laisser éprouver les sentiments qu'elle avait besoin d'éprouver et faire confiance aux élans intuitifs, aux élans spontanés, pour construire une société plus heureuse, plus harmonieuse et qui progresserait plus vite vers le futur. Au fond, il fallait, en gros, que l'attraction sociale fasse écho à l'attraction gravitationnelle. C'était l'idée de Charles Fourier, repris par Victor Considérant. Si l'un de vous aime le droit, aime l'histoire, aime l'art, eh bien, rien ne doit l'empêcher d'avoir un élan vers cette matière jusqu'à ce qu'il joue le rôle social qui corresponde à son élan. En gros, l'appel était clair, faites ce que vous aimez et non pas ce que l'on vous dit de faire, et la société sera plus harmonieuse et plus unitaire. Alors bien évidemment,
ce positivisme d'Auguste Comte a été beaucoup critiqué. Bien évidemment, il est lié aussi à l'évolutionnisme de Darwin et à toutes les doctrines du darwinisme social qui se sont déployées derrière, à savoir, plus une société est rationnelle, plus une société est positive, et meilleure elle est. Et ce positivisme, n'ayez aucun doute à ce sujet, inspiré du darwinisme et accélérateur d'une idée d'une hiérarchie des sociétés, celles qui sont positives et celles qui ne le sont pas encore, eh bien au fond, ce positivisme a eu des effets délétères, a eu des effets dévastateurs. D'une certaine manière, il a justifié, au nom du progrès, la colonisation, et l'esprit colonialiste est l'un des effets de la pensée positiviste aussi. L'idée qu'on va, je vais le reprendre, accélérer le progrès des autres sociétés supposées moins développées vers l'esprit positif. Et puis, il porte en lui aussi, ne l'oubliez pas, l'idée de totalitarisme. Si la science contrôle le politique, alors le politique qui contrôle la science a raison. Et par conséquent, il est le seul à devoir gouverner. Du coup, l'État totalitaire se justifie scientifiquement, puisque la science décrit une organisation correcte du monde, alors que le droit prescrit une organisation sociale. Lorsque la prescription se confond avec la description, il ne reste plus qu'une seule loi, acceptable scientifiquement, la loi de l'État totalitaire qui, bien évidemment, s'empare de la science pour se justifier. Et donc le positivisme nous amène au colonialisme et le positivisme nous amène aussi au totalitarisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se réjouir qu'il n'ait pas triomphé comme un courant politique institutionnalisé, mais il a été une idéologie parmi d'autres. Et l'unité du genre humain, là aussi, se construit dans le positivisme. Elle se construit par le droit, elle se construit par les institutions, elle se construit par l'État. Deuxième élément, moins connu dans ce 19e siècle, d'ailleurs je n'en ai pas parlé en cours du tout, c'est, en d'autres termes, on pourrait dire la revanche du christianisme. Vous savez, le christianisme a été écarté de la scène politique au cours du XIXe siècle, et en particulier sous la Révolution française. Mais le christianisme a retrouvé, d'une certaine manière, une sorte de revanche libérale, en rappelant, et beaucoup de penseurs chrétiens vont le faire, comme Benjamin Constant, que vous avez étudié avec moi, en rappelant qu'au fond, la liberté est inscrite dans la conscience humaine, et que Dieu, s'il existe, et pour les chrétiens c'est le cas, Dieu ne veut pas que l'État porte atteinte à la liberté individuelle. Et donc, comme dit Benjamin Constant, il y a une liberté fondamentale qui est supérieure à la liberté politique, c'est la liberté de l'individu, la liberté de choisir, d'intervenir ou de ne pas intervenir dans la vie politique, c'est ce que dit Benjamin Constant. Mais il y a d'autres penseurs chrétiens, des chrétiens libéraux, qui se sont exprimés plus précisément sur l'unité du genre humain. Alors vous avez notamment ce moine dominicain qui s'appelle Henri Lacordaire, vous l'avez à l'écran, et qui, en 1848, alors qu'il est député à la Constituante, après la Révolution de février 1848, il déclare, il écrit dans cette députation, donc à l'Assemblée, il nous dit, en tant que député chrétien libéral, donc moine mais aussi homme politique de la représentation nationale, il nous dit « Il me semble, messieurs, qu'au siècle où nous vivons, le siècle où les idées d'égalité et de fraternité exercent désormais un empire général, s'il y a un dogme qui doit échapper, s'il y a un dogme qui dut échapper à la négation, c'est le dogme qui mène à l'unité de tous les peuples dont se compose le genre humain. » Donc c'est un chrétien libéral qui nous dit, au fond, peut-être que l'unité viendra par la science et par le positivisme, mais l'unité peut aussi venir des valeurs de la Révolution, qui, après tout, était aussi défendue par un homme d'église qui était l'abbé Sieyès. Donc qu'est-ce que le tiers-État ? L'égalité, la liberté, la fraternité sont devenus nos dogmes contemporains.
Alors ça reste un homme d'église, il parle de dogme mais non pas d'idéologie. Il fait ici un glissement sémantique tout à fait révélateur. D'ailleurs, ce glissement est idéologique, bien entendu. Il cherche à confondre idéologie et dogme. Et il nous dit, au fond, il faudrait considérer aujourd'hui la liberté, l'égalité, la fraternité comme des dogmes indiscutables qui doivent être les socles de toutes les pensées et de toutes les idéologies politiques. Et puis, au fond, Alexis de Tocqueville lui-même, dont on a relativement peu parlé dans ce cours, dit un peu la même chose. Lorsqu'il se penche sur la démocratie en Amérique, il nous dit aussi, malgré les formes variables des gouvernements, Alexis de Tocqueville nous dit, on voit bien qu'il existe un fond sacré qui appartient au genre humain en lui-même. Et que ce fond sacré qui appartient au genre humain en lui-même, c'est la liberté et l'égalité telles qu'on les trouve, par exemple, dans l'expérience révolutionnaire américaine. Alors je terminerai ce grand B par une autre citation d'un autre penseur chrétien qui est intéressant parce que, comme toujours, il utilise la métaphore et que rien ne vaut les métaphores pour bien comprendre l'idéologie. Lorsque j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches, l'un des membres du jury me dit « Mais monsieur Belagamba, savez-vous vous exprimer autrement que par métaphore ?» J'ai répondu « Non. J'utilise la métaphore et puis c'est comme ça, après tout, je suis ce que je suis. » Ça ne m'a pas empêché de me défendre avec des arguments, mais ça montre bien aussi qu'il faut savoir s'en servir à bon escient. Alors, féliciter Robert de Lamennais, Lamennais, L-A-M-E-2-N-A-I-S, nous dit ceci, une belle métaphore qui est intéressante. Figurez-vous, nous dit-il, une maison habitée à ses différents étages par un juif, un musulman, un protestant, un catholique. Certes, leurs croyances et les devoirs qui en résultent sont trop opposés pour qu'il y ait entre eux une véritable société. Mais qu'ils craignent que des forcenés ne viennent incendier cette maison qu'ils habitent et dont le toit les couvre tous, ou à chaque triomphe d'un parti divers, les égorger successivement l'un après l'autre, le juif, le musulman, le protestant, le catholique, le danger commun les unira. Et s'ils ne se laissent pas aveugler par un fanatisme féroce, ils n'hésiteront pas à s'associer pour leur défense mutuelle, association qui créera entre eux des rapports de bienveillance, lesquels les rendront plus faciles, plus calmes, plus efficaces dans leurs discussions, fussent-elles doctrinales, sur les points qui les divisent. En tout cas, ils auront survécu et vécu en paix. Voilà ce que nous dit au fond un démocrate chrétien, un chrétien libéral. Il y a des divergences, c'est certain. Il y a même peut-être des fanatismes, mais face au danger de la disparition, la défense mutuelle, l'association naturelle doit nous pousser à l'unité. Alors ce message, évidemment, lui aussi, il est obsolète au fond, et il a été oublié puisque la démocratie chrétienne n'a pas été l'un des partis politiques qui a eu la plus heureuse destinée au XIXe siècle. Le colonialisme est une idéologie. Vous pensez que la colonisation est un fait politique, c'est vrai. La colonisation est un fait politique et dramatique. La décolonisation est aussi un fait politique, mais n'oubliez pas que décolonisation et colonisation sont d'abord et avant tout les produits de l'idéologie et directement les produits d'une prétention européenne à représenter le progrès politique pour le monde entier. L'Europe s'est gargarisée pendant tout le XIXe siècle et la Révolution française porte sa part de responsabilité. Elle s'est gargarisée, elle s'est convaincue qu'elle avait une mission civilisatrice. Une mission civilisatrice qui était une mission aussi d'éducation. Éducation juridique, éducation politique, éducation des techniques et des sciences et des techniques. L'idée était la suivante, l'Europe va étendre ses progrès à l'ensemble du monde, et c'est notamment les théologiens catholiques, protestants, qui ont défendu la colonisation au nom même de l'unité du genre humain. Et c'est là le grand paradoxe, et en même temps la grande logique, c'est que cette universalité rêvée par le christianisme
a été paradoxalement un des accélérateurs de la colonisation, puisqu'il fallait bien coloniser les peuples supposés arriérés au nom de l'unité du genre humain. En gros, on ne pouvait pas les laisser à leur propre sort, on ne pouvait pas les laisser tomber. Le devoir du colonialisme, c'était de réaliser l'unité du genre humain. René Monnier, qui est un analyste de cette question-là, en 1932, nous dit « Le but de la colonisation et la nécessaire unification du genre humain, elle se fonde sur le caractère universellement civilisable des êtres humains. » Donc l'idée était, parce que l'on reconnaissait l'humanité des colonisés, il était inévitable de les faire progresser vers le modèle culturel, juridique, institutionnel et politique européen, car ils avaient la capacité de l'être, colonisés. Voilà donc cette colonisation justifiée par tous les historiens. Vous prenez n'importe quel ouvrage d'histoire générale du XIXe siècle, l'histoire de France de Gabriel Hanotaux, elle commence par ces mots, l'Afrique, l'Asie étaient des terres à coloniser, nous les avons ensemencées par le génie européen. On est véritablement dans le lieu commun du XIXe siècle, on est dans cette idée que la colonisation est positive et qu'elle apporte du progrès. Elle apporte le progrès technique, etc. Alors bien sûr, tout ça a été bien évidemment contredit par les faits. L'idéologie dans les faits est plutôt concrétisée par des inégalités, des soumissions, des acculturations. Les acculturations, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Montesquieu le disait déjà. Il est très rare que la loi d'une nation convienne à une autre. L'acculturation, c'est lorsque vous imposez à un peuple un corps de valeurs, un corps de droit et un ensemble judiciaire, une structure judiciaire qui ne lui correspond pas et qui heurte et blesse sa sociabilité naturelle. C'est ce qu'a fait la colonisation. Le progrès technique dont on s'est gargarisé, les fameuses infrastructures que la colonisation a amenées, les historiens qui sont les champions des statistiques l'ont étudié. Les statistiques montrent 99 fois sur 100 que le progrès technique a été en retard considérablement par rapport à ce qu'il aurait dû être. Eu égard aux sommes investies, les colonies ont été la vache à lait de l'Europe. Les colonies ont été l'enrichissement surtout des grandes sociétés colonialistes avant de constituer le progrès. Le rail a bien rapproché effectivement des villes africaines éloignées. Il a surtout enrichi des commerciaux européens rapprochés, en fait. Et donc la décolonisation est arrivée par là avec une toute autre idéologie. Reste la dernière de toutes les grandes idéologies, la plus dialectique de toutes, au fond la plus antique et la plus contemporaine de toutes, le marxisme. Bien évidemment le manifeste du Parti communiste, la lutte des classes, vous connaissez ça par cœur, et la victoire et le triomphe du prolétariat, évidemment. Le marxisme, c'est la dernière des grandes unités du genre humain, avant la conclusion. Elle a échoué d'ailleurs comme les autres, évidemment, vous le savez, inutile de le rappeler. C'est l'unité par l'égalité sociale, l'unité par la lutte, donc l'unité par le combat. C'est l'idée qu'il ne peut y avoir d'unité du genre humain sans la guerre. Donc c'est la dénégation de toute paix universelle telle que les Lumières en rêvaient. C'est aussi la dénégation du pacifisme de Jaurès. Et quand je dis le marxisme, je ne parle pas de Marx, je parle des idéologues qui se sont emparés de la pensée de Marx et l'ont idéologisé. Le marxisme est à la pensée de Marx, ce que l'augustinisme politique est à la pensée de Saint-Augustin, ne l'oubliez pas. Donc les marxistes se sont bien développés tout au long du XIXe siècle. L'idée, c'est de mettre à bas les frontières nationales. Groupons-nous, le prolétariat doit se grouper, les ouvriers doivent être groupés, donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas obéir aux lois nationales. Ils doivent entrer en lutte contre les propres autorités qui ne sont que des autorités bourgeoises. Et demain, et c'est ça l'idée pour le marxisme, c'est que c'est demain que l'unité sera réalisée, pas aujourd'hui. Demain, on pourrait même dire presque après-demain,
lorsque l'État aura disparu, lorsque finalement les nations auront disparu. Et donc on a les paroles de l'international. Cet international que vous connaissez tous, vous connaissez ses premières phrases, ses premières lignes, tout comme vous connaissez les premières lignes de la Marseillaise, bien sûr. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Si on réalise l'international des travailleurs, alors ce sera le genre humain. Le genre humain retrouvera l'unité qu'il a perdue. Alors, bien sûr, vous connaissez ça et vous savez très bien aussi que les paroles sont les paroles d'Eugène Pottier de 1871, que la musique est de Pierre Degueter en 1888. Mais ce que vous ne savez pas, la plupart d'entre vous, à part les plus engagés politiquement, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous, j'ai vu baisser l'investissement politique des étudiants pendant des années, je le vois remonter depuis quelque temps. Vous ne savez sans doute pas ce que contient l'international derrière. Alors derrière l'international, derrière le premier couplet, il y a un autre que vous connaissez, du passé faisant table rase, foule esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Du passé faisant table rase, c'est recommencer l'histoire. Recommencer l'histoire, c'est l'eschatologie chrétienne. Le prolétariat comme alternative à la divine providence. C'est-à-dire que l'histoire, nous, n'a pas commencé, l'histoire du genre humain n'a pas commencé. Pour les marxistes, nous sommes dans la préhistoire. L'histoire ne commencera que demain, quand véritablement le genre humain aura fait son unité. Du passé faisons table rase, ça veut dire l'histoire va commencer, elle n'a pas encore commencé. L'international continue, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Là, c'est l'héritage de la Révolution, c'est l'héritage de 1793 que vous entendez. Le salut commun, c'est le salut public. C'est le jacobinisme de Robespierre entre 1793 et 1795. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas d'être suprême, ni Dieu ni César, c'est le rejet de la dualité chrétienne, ni tribun, c'est aussi le rejet de l'homme providentiel, le tribun, celui qui prend la parole et qui sauve en quelque sorte la situation. Il dit le seul moyen, c'est sauvons-nous nous-mêmes, le peuple doit se sauver lui-même et c'est le salut commun. Il continue, je continue, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons-nous nous-mêmes notre forge, battons le fer tant qu'il est chaud. Ça, c'est l'association, vous le voyez bien, entre la justice, le système judiciaire, qui ne marche pas pour le marxiste. Le voleur doit rendre gorge, parce que la justice ne le fait pas rendre gorge. La criminalité en col blanc n'est jamais condamnée. Sortons l'esprit du cachot, l'esprit libre est en prison, le voleur est libre. Il faut donc que c'est une logique idéologique extrêmement surannée, extrêmement facile, aisée, comme toutes les idéologies qui simplifient tout. On inverse la situation. C'est comme on a dans les utopies, le voleur au cachot et l'esprit Adam la lumière. Mais vous voyez, il faut prendre le temps de lire le texte. L'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. Ça, ce sont la critique des inégalités sociales. C'est les mouvements insurrectionnels aujourd'hui, même s'ils ne se réclament pas du marxiste. Les insurrections populaires qu'on a de plus en plus contre la structure européenne, aujourd'hui, sont hors du système étatiste. Il ne faut pas que vous ayez de doute à ce sujet. L'État comprime et la loi triche, c'est la fin du principe de l'obéissance à la loi, qui est l'un des fondements des Lumières. Obéir à la loi, c'est être libre. Non. Refuser la loi, c'est être libre. C'est ce que disent la plupart des insurgés et des indignés aujourd'hui. Contredire et renoncer à l'État, c'est une forme aussi de liberté. Donc nous avons ici aujourd'hui un retour d'une sorte de marxisme, en quelque sorte métabolisé, sans le savoir. L'État comprime et la loi triche. Il faut donc rejeter et l'État et la loi. Aucun devoir ne s'impose aux riches, on le voit bien. Les papiers Panama Papers, vous l'avez vu, Panama Papers, en attendant la baisse de tous les droits sociaux pour les pauvres. Donc le droit du pauvre est un mot creux. Il ne faut pas s'étonner d'une radicalisation des partis de gauche qui ne sont pas au pouvoir. C'est tout à fait logique. Tout ce qui arrive est profondément logique du point de vue
la recherche d'une unité du genre humain. Enfin, l'international continue, pas de droit sans devoir, égaux, pas de devoir sans droit. Pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit. C'est exactement le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, celle qui n'a jamais été appliquée et qui distinguait bien les droits et les devoirs de l'homme. Bon, je pourrais continuer plus loin. Il y a encore 5 ou 6 strophes, donc mon rôle n'est pas ici de vous commenter l'international, mais plutôt de vous montrer que dans une idéologie, il y a des tas d'éléments qui sont métabolisés, qui sont acculturés au fond et qui peuvent revenir. Peut-être qu'un jour, on devra faire face au retour du polygénisme de la Renaissance et des temps modernes. Dieu sait si j'aime les temps modernes et si je les admire pour ce qu'ils ont fait, notamment les Lumières. Et en même temps, le polygénisme fait partie de l'héritage de ces temps modernes et on n'a pas choisi au bénéfice d'inventaire, malheureusement. Donc, vous voyez, les idéologies reviennent. Hein. La mort des idéologies, c'est la plus grosse connerie qui ait jamais été dite. Les idéologies reviennent sans cesse. L'unité et la contestation de l'unité, on n'en a pas fini. Le totalitarisme, d'ailleurs, tel qu'il était critiqué par Hannah Arendt, avait fait lui aussi une forme d'unité étatique, une unité étatiste même, où l'État imposait l'unité au genre humain parce qu'il n'avait pas la capacité de la construire de lui-même. Alors pour conclure, et j'ai fini un peu en avance, et c'est très bien après tout, il y a, au-delà de la défense politique du genre humain, de l'unité du genre humain, il y a une autre solution que Hannah Arendt envisageait dans sa critique du totalitarisme, et qui est une solution qui est à la fois politique et scientifique, c'est la disparition de l'humanité. Et d'une certaine manière, l'unité du genre humain pourrait aussi bien être réalisée par sa disparition. C'est-à-dire, au final, qu'est-ce qui serait commun à l'humanité, à toutes les idéologies que nous avons envisagées? C'est bien qu'elles n'existent plus. Et au final, le juriste qui sait raisonner, vous connaissez très bien le syllogisme juridique, vous le pratiquez tous les jours, si la seule unité qui peut être pensée, c'est celle de l'absence, l'absence est une forme d'unité aussi. Et donc, l'unité du genre humain peut se résoudre par sa disparition. Alors, qu'est-ce que c'est que faire disparaître le genre humain? Eh bien, ça peut être une disparition par la technique et par la science. Je vous rappelle que Hiroshima et Nagasaki sont tout droit deux bombes issues du projet Manhattan et de la réunion des plus grands scientifiques du XXe siècle à Los Alamos en 1945 pour concevoir l'arme ultime destinée à faire capituler le Japon. La bombe, c'est un fait scientifique, mais c'est aussi un fait politique, et vous le savez très bien, puisque ensuite, pendant plus de 50 années, après 1945, la bombe atomique a été utilisée non pas comme un objet technique, mais comme un objet politique. Elle a été un fait politique, elle a été un argument politique, l'argument de la bilatéralisation du monde en deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental, nord-américain occidental. La bombe a été utilisée comme un argument politique, donc c'est un fait politique majeur. Et beaucoup de penseurs politiques l'ont très bien compris. Il y a aussi, bien évidemment, la Shoah, fruit de l'antisémitisme et fruit direct du nazisme, l'élimination systématique scientifique d'une partie ou de toute partie de l'humanité, la volonté de supprimer une partie de l'héritage génétique même de l'humanité, de l'effacer méthodiquement, scientifiquement, rationnellement, avec des tableaux de calcul, des taux de probabilité, des quantités à établir, et à mettre dans des registres, l'élimination matérielle, organisée, voilà. Et donc tout ça n'est pas derrière nous, c'est passé du point de vue des événements politiques, mais dans les idéologies, l'idée de l'effacement est toujours présente, et sans faire du misérabilisme, sans passer par la fin du monde, d'ailleurs que nous n'avons pas eu en 2012, tant mieux. La fin du monde est toujours devant nous, peut-être, la fin de tous les mondes possibles, peut-être. Mais en tout cas, ça reste une question qui doit être envisagée courageusement
et rationnellement, avec des arguments qui portent, par les juristes comme vous et par les penseurs politiques. La question de l'unité dans la disparition doit aussi faire partie du sujet. Voilà, donc ce cours est à présent terminé. Je vous remercie. Je remercie l'équipe technique, Damien Debourdel, Olivier Ramon, David Fernandez, du service des pédagogies innovantes, qui ont rendu possible le suivi de ce cours sur YouTube. Merci à mes étudiants. Et voilà, merci à tous ceux qui étaient là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions. Et puis, nous, on se voit à l'examen. Voilà, merci.